Bonjour, je suis Aurélie Olagnon, je suis chargée des questions de santé au sein de République Souveraine. Alors, le président de la République n'a pas présenté d'excuses pour le retard des mesures qui sont prises. Il l'a expliqué sous couvert de gagner de la vie, gagner de la liberté. Ce qu'il en ressort pour gagner de la liberté, j'ai une pensée pour toutes ces personnes âgées qui sont auto-confinées depuis longtemps. Pour tout le monde qui subit le couvre-feu à rallonge, ce n'est pas vraiment une liberté telle qu'on pourrait l'envisager. Pensez aussi aux étudiants qui sont dans leur petit logement. Pour ce qui est de gagner de la vie, oui, peut-être. Quelle vie aussi, quelle peut être cette vie-là quand on subit le Covid. Peut aussi penser pour les personnes qui ont perdu un proche, des familles entières, pour les 30 000 morts depuis le mois de janvier. Et puis, gagner de la vie, c'est pas vrai, hein. Une étude a montré là que la mortalité a augmenté de 9% en 2020, c'est énorme, et qu'on aurait perdu 6 mois d'espérance de vie. Donc, gagner de la vie, je n'en suis pas sûre. Alors, Monsieur Macron a évoqué le fait de passer à 10 000 lits de réanimation. Pour moi, c'est un constat d'échec plutôt qu'une réussite. Passer à 10 000 lits de réa, ça veut vraiment mobiliser énormément d'acteurs. Ça signifie plusieurs choses. Augmenter le nombre de réanimations. Ça veut dire qu'on va déprogrammer. On va déprogrammer des opérations. On va déplacer des soignants qui vont devoir changer de poste. On va fermer des blocs qui vont devenir des postes de réanimation, des lits de réanimation. On va également, du coup, on l'a vu par rapport, par exemple, au site d'action qui a eu lieu ce week-end, les dépistages ont réduit à cause de toutes ces mesures de déprogrammation, que du coup, on va se concentrer vraiment sur le Covid. Pour la première vague, on avait constaté une nette baisse, par exemple, des consultations pour AVC. Donc ces patients-là, on les voit moins parce qu'on se concentre vraiment sur le Covid. Ça veut dire quoi aussi avoir que de la réanimation? Ça veut dire potentiellement avoir beaucoup de séquelles, beaucoup de conséquences des Covid, surtout maintenant qu'on arrive à des malades jeunes. Être en réanimation, ça veut dire être intubé, ça veut dire ne plus se nourrir normalement. Et ça va être aussi perdre de la masse musculaire. Donc quand on sort de réanimation, si on s'en sort, c'est réapprendre à déglutir, à manger, c'est réapprendre à marcher, c'est à réapprendre à parler, c'est à apprendre beaucoup de choses. Là, j'ai une pensée pour mes collègues orthophonistes qui voient affluer dans les cabinets de la patientèle qu'elle n'avait pas forcément auparavant. C'est aussi avoir des troubles neurologiques, des troubles de mémoire, des troubles cognitifs, de planification. On en trouve de plus en plus. Donc, augmenter les lits de réa, il faudrait aussi augmenter les lits, du moins de services de soins, de suite et de réadaptation, ou donner plus de moyens aux paramédicaux qui vont devoir gérer toutes les conséquences de ces réas. Et dans un contexte déjà bien impacté, ça va être très compliqué de rajouter tout ceci à nos soignants. Grosse pensée pour nos soignants qui se sont entendus dire hier, on leur demande des efforts. Efforts qu'ils fournissent énormément depuis le début de la crise. On l'a vu et qui se font malmener par les dernières politiques publiques, notamment sur la vaccination, où ils doivent réagir très vite. Ils sont très réactifs, notamment sur l'AstraZeneca, la vaccination en cabinet et les vaccinodromes. Ils doivent du jour au lendemain changer leur planning, déprogrammer des consultations, appeler des patients pour la vaccination pour pouvoir les redéprogrammer par la suite. Donc, entendre demander un effort aux soignants, je trouve que c'est quand même très méprisable pour eux. Donc, notre président a enfin acté des mesures pour fermer les écoles, pour faire un confinement qui ne porte pas vraiment son nom,
Des mesures qui étaient attendues depuis longtemps, notamment par le conseil scientifique qui avait préconisé la fermeture des écoles dès le mois de janvier. Ça n'a pas été suivi. Nous avons vu ce qui s'est passé en Angleterre. Le variant anglais a montré justement qu'il était beaucoup plus contaminant à partir des enfants, pas forcément plus grave, mais plus contaminant. Nous avons été présomptueux et nous n'avons pas forcément suivi ce qui s'est passé en Angleterre. Bon, quoi qu'il en soit, la mesure a été prise. Après, c'est quelque chose qui était demandé. Il y avait déjà un protocole sanitaire. Les enseignants devaient quand même aussi jongler avec un plan Vigipirate, donc c'était pas forcément évident. On avait quand même annoncé plusieurs choses. Alors, quand je dis on, c'était M. Blanquer, ministre de l'Éducation, qui avait annoncé des tests salivaires, du dépistage massif, le fait que l'Éducation nationale était prête pour l'enseignement à distance. Malheureusement, j'ai le sentiment que ça n'a pas été vraiment le cas. On se retrouve avec des enseignants qui vont devoir bousculer le calendrier scolaire, bousculer la façon de gérer leurs élèves, que ce soit de l'école primaire jusqu'au collège, au lycée. Il aurait pu y avoir d'autres mesures en amont. Évidemment que la scolarisation est terriblement importante. On l'a vu avec le premier confinement et le décrochage scolaire. Des mesures qui auraient pu être prises, par exemple, du distanciel, du présentiel en hybride, comme ça a pu se faire, par exemple, dans certains lycées. Garder en présentiel les élèves les plus à risque de décrochage ou dont les parents n'ont pas les moyens de faire du télétravail ou de suivre la scolarité. Les enseignants connaissent très bien leurs élèves, c'est tout à fait possible. Il aurait juste fallu soutenir en fait ces initiatives-là. On a axé beaucoup sur le tracing. Le tracing, au-delà de 5000 cas par jour, ça va être très difficile, notamment avec beaucoup de brassage dans les écoles. Bon, on a fait le choix de les garder ouvertes. C'est un pari. Maintenant, on est obligé de tout faire dans l'urgence. Tout faire dans l'urgence, donc c'est bousculer le calendrier scolaire. C'est penser aux parents qui avaient posé leurs vacances, qui doivent gérer d'une manière différente. Penser aussi pour les parents séparés, qui doivent se débrouiller comme ils peuvent. Les employeurs, le télétravail, bref, tout ça, sachant qu'on a aussi des soignants qui vont devoir bousculer leur congé. Et j'ai une pensée aussi en tant que conseillère municipale pour tous les agents municipaux qui travaillent dans les écoles, parce qu'il y a effectivement les enseignants, mais aussi tout ce qui est périscolaire, cantine. On a annoncé que, comme les premiers confinements, les enfants de soignants pourront être accueillis à l'école et c'est très bien. Est-ce que les centres de loisirs vont être ouverts pendant les vacances? Ça va demander quand même un travail énorme aux communes de gérer les employés, de voir comment on peut refaire les plannings, eux qui sont déjà quand même très sollicités par la campagne de vaccination. Et puis, comment on va mettre à profit ces 4 semaines? Fermer, c'est bien, ça va réduire l'incidence, c'est sûr. Mais est-ce qu'on va en profiter, par exemple, pour vacciner les enseignants? Est-ce qu'on va en profiter pour mettre un protocole de testing au retour, comme en Angleterre? En Angleterre, chaque parent, chaque élève reçoit 2 tests par semaine et est invité à s'auto-tester pour éviter de retomber dans la contamination au retour à l'école. Parce que des enseignants qui ne seront pas vaccinés, qui vont de nouveau être malades, on l'a vu, un enseignant malade n'est pas forcément remplacé, on en manque. On se retrouve avec des enfants qui sont dispatchés dans les autres classes. Donc la contamination peut repartir très très facilement à ce niveau-là. Donc voilà, comment est-ce que ça va être géré? C'est bien de fermer, mais je m'interroge sur les bénéfices de ces 4 semaines d'arrêt si ce n'est pas suivi de mesures vraiment très importantes et vraiment suivies à la reprise scolaire. Alors, la stratégie vaccinale, elle a été élaborée vers octobre-novembre, moi je dirais peut-être plus décembre. Elle partait sur une base d'indicateurs de 5000 cas par jour. L'idée était de réduire la charge possible dans les réanimations et donc en fait d'éviter que les personnes les plus fragiles accèdent aux réanimations. Donc forcément, la stratégie est logique, c'est ce qui se fait en politique vaccinale.
On part des personnes les plus âgées, les plus à risque, on les vaccine et petit à petit, on a grandi jusqu'à avoir toute la population. Cette stratégie, elle semble très bonne. Malheureusement, on se retrouve avec une circulation du virus qui est démultipliée par le variant anglais. À laisser circuler le virus et donc ne pas fermer les lieux de contamination comme les écoles, on se retrouve avec plein de nouveaux variants. On sait également que les hôpitaux sont des clusters aussi, beaucoup de témoignages de personnes qui doivent aller en hôpital pour une raison X ou Y qui n'est pas le Covid, ressort avec le Covid. Des femmes viennent accoucher avec le Covid et généralement ce sont des femmes qui ont des enfants. On sait que l'école est un gros facteur de contamination et ça aura un impact sur la stratégie vaccinale. Notamment par exemple dans les EHPAD où il faut aussi vacciner rapidement les professionnels de santé parce qu'on se retrouve avec une nouvelle vague qui arrive désormais tout de suite maintenant où les soignants arrivent malades par la contamination de leurs enfants. Donc ils vont recontaminer de nouveau les résidents vaccinés certes pour la plupart mais qui restent quand même tout à fait fragiles et qui peuvent transmettre à leur tour le virus. Donc, la stratégie vaccinale, elle est menée, elle doit être accélérée. Bon, on ne va pas revenir sur les considérations économiques et géopolitiques qui impactent la distribution des vaccins. Il y a une défiance française au vaccin. Alors, d'un côté, c'est bien de s'interroger. D'un autre côté, il faut se dire que le vaccin marche, c'est efficace. On le voit en Israël. On voit aujourd'hui, les études viennent de sortir en Angleterre. Je vais en profiter d'être visible pour redire que le vaccin, parce que j'ai pu lire ici et là que des personnes vaccinées, donc qui ont eu les 2 injections, qui ont attendu les 3 semaines post-deuxième injection, ont pu être déclarées positives. Oui, on peut avoir le Covid en étant vacciné. Toutefois, on n'a quasiment aucune chance de faire une forme grave. Et en plus, on peut limiter la propagation. L'idée de la vaccination, c'est une politique publique de santé. C'est agir sur le collectif pour protéger l'individuel. Oui, effectivement, il y a des risques sanitaires, enfin pas des risques sanitaires, des risques de thrombose, on l'a vu avec l'AstraZeneca. C'est même pas sûr, c'est la pharmacovigilance qui va vraiment pouvoir mettre à plat toutes ces hypothèses. Mais je rappelle que l'Agence européenne du médicament a estimé que le bénéfice-risque était quand même bien en faveur des vaccins. C'est vraiment important de vacciner. Des vaccins sont déjà obligatoires pour rentrer à l'école, d'autres vaccins sont obligatoires pour être soignants, des vaccins sont obligatoires pour aller dans certains endroits du globe. Voilà, là, c'est vraiment ce qui va nous permettre de sortir de la crise. Après, il faudrait effectivement accélérer sur la stratégie. Mais le problème, c'est que j'ai encore entendu ce matin que des médecins ne disposent pas des doses qu'ils devaient avoir pour vacciner leurs patients de cette semaine. Où sont les fameux vaccins? Là encore, on redit aux soignants, faites des efforts, vaccinez. Il n'y a pas de vaccin. Donc voilà, ce côté est assez frustrant pour les soignants. Oui, la défiance sur les vaccins, notamment aussi sur les professionnels de santé, c'est un gros travail à mener de communication et à mon sens, ça pointe les lacunes de l'éducation à la santé en France et de la prévention en général. Si tous les Français et Françaises étaient au fait vraiment de l'intérêt de la vaccination, comme ça a pu être le cas plusieurs années auparavant, notamment quand on a éradiqué la poliomyélite, on aurait moins cette défiance-là et on entrerait moins dans des stratégies complotistes qui vont faire vraiment le jeu des anti-vaccins et qui vont ralentir l'adhésion au vaccin, quelle que soit la couche de la population. La stratégie vaccinale, elle est ce qu'elle est, il va falloir la suivre, on n'aura pas le choix pour pouvoir sortir de la crise. Au final, moi je trouve que cette crise sanitaire, elle aura eu des impacts. Alors, il y a eu quand même du positif, tristement. Par exemple, dans la première vague, on a pu observer une reprise en main de l'hôpital public par les soignants, par les médecins, qui ont accéléré la réactivité. C'était vraiment presque beau à voir, tristement beau à voir.
Malheureusement, on n'en a pas tiré des bénéfices tout de suite et l'administratif, la surcharge, tout ce qui se passe dans l'hôpital, la surcharge de paperasse a repris le pas derrière, au moment où on aurait justement besoin d'en tirer des conséquences et de pouvoir avancer sur le sujet. Tout ce que les soignants pointaient, la casse de l'hôpital public, hein, les grèves qu'il y a eu bien avant la crise Covid, et ben, ça a été mis finalement à jour et ça a été crié à la vue de tous les Français et Françaises. Si ça a pu avoir cet impact pour alerter justement sur ce qui est en train de se passer sur l'hôpital public et la crise que l'hôpital public traverse, ça aura au moins eu cet effet-là. À voir ce qui va être tiré de cette crise. Et pour terminer, je voudrais avoir une pensée pour tout le secteur de la culture. Le secteur de la culture qui est terriblement impacté. Et pourtant, on sait très bien les bénéfices de l'art, de tout ce qu'a la culture, quel que soit l'art d'ailleurs, ont pu avoir sur notre santé mentale. Pendant les confinements et grosse pensée pour eux. On a vraiment besoin que la culture revienne au premier plan et on va y arriver, on va s'en sortir. Et, courage à toutes et à tous.